Nous allons enchaîner immédiatement sur l'un des aspects abordés par Jacqueline Gouraud dans son discours, l'aménagement numérique du territoire et spécifiquement de la montagne. Et pour cette première table ronde de votre congrès, nous accueillons Annie Genevard, votre présidente, Jean-François Bureau, le directeur des affaires institutionnelles de Telsat. Bonjour. Arthur Dreyfus, le président de la Fédération française des télécoms et secrétaire général de SFR Altice. Bonjour. Nicolas Guérin, le secrétaire général d'Orange. François Lyons, membre du collège de l'ARCEP. Et Rafika Rezgui, directrice des relations extérieures du réseau chez Bouygues Télécom. Rebonjour. Et avant de commencer cette séquence, on a une petite vidéo qui va planter le décor. Merci. Donc cette table ronde sera découpée en 3 séquences. On abordera d'abord le New Deal mobile, puis le plan France très haut débit et le fixe, et enfin la 5G. Et sans plus attendre, comme on a pris un peu de retard, je passe la parole à Annie Genevard. Quelles sont les appréciations de l'ANEM sur l'état du déploiement numérique fixe et mobile en montagne? Merci à nos intervenants pour cette première table ronde. Alors bon, cette question du numérique, je l'ai dit, mais je le répète, ça a toujours été pour nous un point absolument capital. Du reste, je voudrais saluer la qualité du dialogue que nous avons avec les opérateurs, avec la Fédération française des télécoms, avec l'Agence du numérique, avec l'ARCEP, parce que c'est grâce à ce dialogue constructif que nous avons eu, aux solutions que nous avons discutées ensemble, que nous avons pu finalement préfigurer dans le cadre confidentiel de nos travaux ce qui allait devenir le New Deal. Partant du principe qu'il valait mieux inciter les opérateurs à faire que de les obliger à faire. Ce sont des acteurs économiques qui ont des contraintes économiques, mais que si on les encourageait à davantage investir, ils ne demandaient que cela. Alors, vous dire que la situation est idéale, que tout va bien, que nous avons du très haut débit partout, que la 5G va bientôt se déployer sur tous les territoires, serait vous mentir. Néanmoins, sur ce qui concerne le fixe. Donc je rappelle les engagements du président de la République, un bon niveau de débit en 2020, c'est-à-dire au moins 8 mégabits par seconde, et un très haut débit en 2022, soit 30 mégabits par seconde. Donc la volonté est là. Néanmoins, en montagne, l'échéance du très haut débit semble s'éloigner. L'État, c'est vrai, a apporté un soutien financier au réseau d'initiatives publiques créé par les collectivités locales via le Fonds national pour la société numérique, qui est géré par l'Agence du numérique. Je dois dire que j'ai entendu avec attention et satisfaction l'engagement de la ministre, enfin l'information de la ministre selon laquelle le guichet allait réouvrir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il avait été suspendu le temps de la procédure des appels à manifestation d'engagement locaux, les AMEL, ce que vous connaissez sous le nom de AMEL. Donc comme ces appels sont terminés depuis le 15 juin 2019, nous n'étions pas sûrs que le guichet réouvrirait. Bon, comme il n'y a rien d'inscrit au PLF 2020, mais apparemment ce sont des reconduites de crédit. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc en 2025, près des 2 tiers des départements français auront une desserte très haut débit.
quasiment intégrale sur leur territoire. Mais dans certains départements, cette couverture sera parfois de 30% uniquement. Et dans ces territoires, évidemment, on va trouver des territoires de montagne. Donc pour ce qui concerne les AMEL, il y a 5 zones urbaines qui ont fait le choix de candidater. Donc quels sont les autres départements qui seront concernés par une AMEL? C'est aussi une question que je veux poser. Concernant le mobile, cette fois, la 5G. Donc c'est la première fois que notre table ronde numérique traite de la 5G. Donc cette nouvelle génération de réseaux mobiles qui promet naturellement un débit bien supérieur, 10 fois supérieur, pour des usages démultipliés. Et notre quotidien est entouré d'objets numériques qui exigent naturellement pas mal de débit. Alors, l'ARCEP s'apprête à lancer dans les prochains jours la procédure d'attribution des fréquences pour la 5G. Donc ça, je laisserai aux uns et aux autres le soin d'exprimer leur stratégie et leur calendrier. Se pose le même problème. Dans les zones peu denses, la 5G n'intéressera pas, ou moins, et ça se comprend, il y a des impératifs économiques, mais en même temps, on ne veut pas toujours être la variable d'ajustement territorial. En zone peu dense, il y a aussi des gens qui vivent avec des objets connectés, il y a des gens qui ont des relations avec les services publics exclusivement de façon dématérialisée et qui ont besoin de débit. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Madame la ministre Gourault, et je le dis aux opérateurs et à l'ensemble des acteurs du numérique, que l'ANEM se propose pour être territoire d'expérimentation pour 2 sites peu denses pour le déploiement de la 5G. Au fond, mettre en œuvre un déploiement de la 5G sur 2 territoires de montagne, il faudra bien les calibrer, pour voir comment ça marche, si c'est cohérent, si c'est fonctionnel, si ça peut rencontrer une clientèle, etc. Donc on a commencé de prendre des contacts avec la Caisse des dépôts, qui est d'accord, avec l'agence du numérique, qui est très intéressée par cette proposition. Donc, avis à l'ARCEP, aux opérateurs. Nous, on est candidats à cette expérimentation en zone peu dense. Voilà les quelques mots que je voulais dire en préambule, parce que je ne veux pas être trop longue, et je m'efface maintenant devant nos intervenants. Merci beaucoup. Et on va enchaîner tout de suite avec Arthur Dreyfus, avec votre casquette de la Fédération française des télécoms. Les opérateurs sont les acteurs essentiels du New Deal mobile. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point sur ce qui a été entrepris depuis 2018 ? Oui, merci Madame la Présidente déjà de nous accueillir, et la présence du secrétaire général d'Orange, la présence de la directrice des collectivités de Bouygues Télécom et la présence d'SFR et le témoignage de ce que vous décriviez, qui est un dialogue constructif et un travail approfondi que nous avons en commun et dont nous nous réjouissons et nous entendons bien poursuivre tel que nous l'avons opéré ces dernières années. Le New Deal mobile, vous venez de le dire, vous l'avez présenté comme l'œuvre des opérateurs, sans aucune volonté de tout de suite d'étendre la salle qu'on m'a décrite comme animée particulièrement sur ces sujets-là. Le New Deal mobile n'est pas que l'œuvre des opérateurs. Le New Deal mobile, et c'est bien ça toute la spécificité de cet accord historique qui a été signé en 2018 par les opérateurs sous l'impulsion du gouvernement, sous le contrôle du régulateur, c'est que c'est un accord qui implique, et ce pour la première fois en ces termes, en ces conditions, les collectivités locales et les élus locaux. Nous sommes dans une période, et on ne va pas vous abreuver de chiffres parce que on peut vous parler de milliers de sites, de dizaines de milliers de sites, de centaines de millions d'euros, de milliards d'euros. À la fin, vous, ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse, c'est de constater la progression réelle, concrète, opérationnelle, territoire par territoire, pour que ce New Deal mobile soit un succès. Et quel est l'objectif du New Deal mobile? C'est d'offrir la 4G, c'est-à-dire l'Internet mobile, c'est-à-dire la connectivité mobile à tous les Français d'ici fin 2022. C'est un engagement que nous avons pris
C'est un investissement colossal de la part des opérateurs, 3 milliards d'euros. Et ça passe par un certain nombre de dispositifs extrêmement concrets. Par exemple, vous donnez, et ensuite on parlera de cas concrets en zone de montagne, mais quelques exemples de ce qu'est ce dispositif. Aujourd'hui, nous avons, aux 4 opérateurs, nous avons plus de 80 000 pylônes sur le territoire. Nous avons l'engagement de transformer tous ces pylônes en pylônes 4G. À date, à l'heure à laquelle on se parle, nous en avons 67 000 sur ces 80 000 pylônes. Il y en a 67 000 qui sont en 4G. Et d'ici fin 2020, donc dans les 14 mois qui arrivent, les 80 000 pylônes seront en 4G. Parmi les dispositifs également innovants que comporte ce New Deal mobile, vous avez ce qu'on appelle le dispositif de couverture ciblée. C'est-à-dire, à nous 4, nous allons recréer plus ou moins l'équivalent d'un réseau. Nous avons un engagement d'installer 5000 nouvelles antennes par opérateur, c'est-à-dire 5000 x 4, 20 000, pour permettre de mettre fin définitivement aux zones blanches. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, pour être extrêmement précis, nous avons 1171 sites qui ont été identifiés au titre de ce dispositif de couverture ciblée. Et toute la spécificité de ce New Deal et toute la qualité de ce New Deal est dans ce dispositif de couverture ciblée, c'est que c'est à la main des collectivités locales. C'est-à-dire que c'est à la main des élus locaux, des équipes projets sur le territoire qui réunit les opérateurs, les services de l'État, mais également et surtout les collectivités locales. Et c'est à vous, élus locaux, d'identifier en fonction des besoins, en fonction des attentes, là où nous devons, nous, opérateurs, positionner ces sites. Alors évidemment, entre le moment où on annonce que tel département est doté de tant de sites et le moment où le site est sorti de terre, le site fonctionne et le site est commercialisé, un certain temps se passe. Mais ce qui est très nouveau, c'est que désormais il y a de la visibilité, d'une part, il y a un rôle majeur qui est joué par les collectivités dans le choix, et il y a de la part des opérateurs des engagements extrêmement clairs, avec pas d'obligation de moyens, mais une véritable obligation de résultat. Mais pour nous permettre de réaliser ces engagements et de répondre favorablement à cette obligation de résultat, nous avons besoin de la diligence des collectivités locales. Et on se rend compte, on se parle de façon très transparente, je crois que c'était ce que vous souhaitiez, Madame la Présidente, on se rend compte qu'il y a beaucoup de disparités selon les territoires, des territoires très diligents. Nous étions avec les autres opérateurs en Corse la semaine dernière à un comité de massif pour discuter New Deal mobile. Et en Corse, ils ont déjà identifié un certain nombre de sites qu'ils auraient dû identifier l'année prochaine. Mais on a aussi des territoires qui sont dotés d'un certain nombre de sites pour les années 2018 et 2019, mais qui n'ont pas encore identifié les sites où les opérateurs doivent aller. Donc nous avons besoin de la plus grande diligence des collectivités locales pour nous permettre de répondre à ces objectifs. On a aussi besoin, parce que c'est l'un des chantiers d'infrastructure les plus importants avec le déploiement de la fibre, et on en reparlera avec Orange tout à l'heure. C'est un chantier d'infrastructure majeur, on a besoin de l'engagement de tous. L'engagement de tous, ce sont des détails qui permettent d'aller plus vite. Par exemple, et sous l'impulsion de l'ANEM et sous l'impulsion du gouvernement, il y a eu un certain nombre d'avancées législatives dans le cadre de la loi Elan pour faciliter les processus de déploiement. Parce que, vous le savez, ce sont des process administratifs particulièrement lourds qui prennent beaucoup de temps. Cette loi Elan, par exemple, a permis de faire transformer les avis de l'ABF. On est passé d'un avis conforme à un avis consultatif. On a encore des territoires qui considèrent que l'avis de l'ABF doit être un avis conforme. Je pense que la loi s'applique partout
pour tous, même en montagne, de la même manière. Et donc cet avis de l'ABF ne doit plus nous bloquer, nous opérateurs, et vous, collectivités locales, dans nos déploiements. Nous avons un certain nombre d'autres dispositifs de cette loi Elan qui nous facilitent la vie, qui vous permet d'accélérer les déploiements, et nous avons besoin véritablement de tous pour continuer à pouvoir déployer et à respecter le calendrier que nous nous sommes imposés, parce que François Lions le dira certainement dans quelques instants, le contrôle du régulateur est permanent sur les activités des opérateurs télécoms, et nous avons à cœur, nous avons l'ambition, nous avons les moyens financiers, opérationnels, humains, techniques, technologiques de répondre à vos objectifs et enfin d'en finir avec les zones blanches dans le pays. Peut-être 2 exemples concrets sur des territoires qui nous sont chers, les Pyrénées-Atlantiques, évidemment, pour être très concret sur le New Deal mobile dans les Pyrénées-Atlantiques. D'ici 2022, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est 27 pylônes en 3G à 4 opérateurs qui passeront en 4G d'ici fin 2022. C'est 36 sites en propre qui devront migrer vers la 4G avant fin 2020. Ce sont 26 sites qui ont été identifiés au titre du dispositif de couverture ciblée et qui deviendront des sites 4G dans les 24 mois qui arrivent. Ce 11 sites supplémentaires qui doivent être identifiés en 2020. Donc localement, concrètement, ces chiffres qui ne sont ni des milliers, ni des millions, ni des milliards, c'est factuel, c'est précis et c'est ce qui transformera les Pyrénées-Atlantiques et ce qui permettra de mettre fin aux zones blanches dans les Pyrénées-Atlantiques. Un deuxième département qui nous est cher, le Doubs. On peut répondre à toutes les questions sur tous les départements, hein, mais on en a pris 2 au hasard. Il y a un peu de favoritisme. On a préparé la Corse pour l'année prochaine. Dans le Doubs, on a 78 sites en propre qui devront migrer vers la 4G avant fin 2020. On a 50 pylônes en 3G à 4 opérateurs qui passeront en 4G d'ici fin 2022. On a 31 sites qui ont été identifiés dans le cadre du dispositif de couverture ciblée et 10 sites supplémentaires doivent être identifiés en 2020. Si on est ici aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit la présidente, comme l'a dit la ministre, la montagne a des spécificités. Ces spécificités, l'ensemble des opérateurs les connaissent, mais nous avons, encore une fois, c'est un appel, un message que l'on passe à l'ensemble des élus ici présents, nous avons nécessairement besoin de vous, parce que la réussite de ce chantier ne sera qu'une réussite collective. D'avoir des zones blanches à perpétuité, ça serait un échec collectif. On a aujourd'hui un cadre qui nous permet de le régler. Ce ne sera que main dans la main. C'est déjà main dans la main les opérateurs. C'est une chance dans un secteur si concurrentiel de voir que sur des projets d'intérêt général comme celui-là, les opérateurs ont été capables de mettre l'argent sur la table, de mettre les moyens, de s'y engager pleinement. Donc, évidemment, on peut trouver ce New Deal incomplet, pas assez rapide, insatisfaisant. Évidemment qu'on préférerait que la 4G soit déjà présente pour tous les Français. Mais je ne sais pas si vous nous inviteriez encore. Mais nous avons véritablement une opportunité et nous avons besoin de cette œuvre collective pour y arriver tous ensemble. Annie Genevard, vous vouliez réagir ? Oui, merci beaucoup. Alors, 2 petites choses. D'abord, l'ANEM a été, comme je l'ai dit, au cœur de la réflexion qui a présidé au New Deal. Hein. Donc, c'est l'affaire des opérateurs, mais c'est aussi une réflexion conduite par les collectivités. Hein. La deuxième chose, vous avez cité la loi Elan. Et un exemple, je le dis pour tous nos adhérents qui sont là, pour la loi Elan, les opérateurs nous ont dit on a un problème avec la construction en discontinuité qui est interdite en montagne. Et il faudrait pouvoir autoriser la construction en discontinuité pour les pylônes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons sensibilisé le gouvernement grâce à quoi
on a pu désormais édifier des pylônes, même en discontinuité des bourgs et des communes. Vous voyez, faut pas croire que l'ANEM, elle est dans le discours général sur la montagne, on est aussi dans le concret. Sur les ABF, alors permettez-moi juste une petite parenthèse. Je sais bien que les ABF sont souvent des empêcheurs de tourner en rond, mais ils sont très utiles aussi pour contribuer à la préservation de tout ce qui est la qualité de notre environnement naturel ou bâti. C'est une question compliquée, les ABF. Ils sont très précieux. Quelquefois, ils embêtent, c'est vrai. Ils empêchent d'eux, c'est vrai. Mais ils sont des outils extrêmement précieux pour que nous ne sacrifions pas ce qui fait l'attractivité et la beauté de la France. Vous savez, un paysage gâché, qu'il soit naturel ou bâti, il est gâché pour longtemps. Et donc, même si c'est qu'un avis consultatif, il faut en tenir compte, je crois. Voilà, c'était une petite remarque presque personnelle. Très bien, merci. Rafika Rezgui pour Bouygues Telecom, est-ce que vous pouvez nous faire part de la manière dont vous évoluez dans le New Deal mobile et des retours que vous avez aujourd'hui ? Oui, merci de me donner la parole. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. D'abord, je voudrais excuser Didier Casas, secrétaire général de Bouygues Telecom. Vous le connaissez, il a toujours été fidèle à ce rendez-vous, il a toujours assisté aux tables rondes en charge des questions du numérique et d'ailleurs, il m'a chargé de vous transmettre son profond respect, Madame la Présidente. Je suis là cet après-midi devant vous, évidemment, pour représenter Bouygues Telecom, mais je voudrais surtout être la voix des équipes régionales de Bouygues Telecom, les équipes régionales qui interviennent à vos côtés dans les territoires et qui déploient concrètement avec nos équipes en charge des travaux, les sites dans les zones que vous avez identifiées. Alors, je vais revenir un peu je vais concentrer essentiellement mon propos sur le dispositif de couverture ciblée. C'est le volet qui est le plus attendu dans sa concrétisation, dans sa réalisation, puisque c'est le fameux volet qui donne pour obligation à chaque opérateur de couvrir 5000 nouvelles zones qui auront été pré-identifiées, enfin identifiées même tout simplement par les équipes projets locales. D'abord, je voudrais dire que nos équipes régionales, évidemment, elles connaissent bien vos territoires, elles sont implantées au plus près de vous tous et qu'elles travaillent main dans la main avec ces équipes projets locales. Que ce projet, ce volet de dispositif de couverture ciblée se met en place et commence à produire ses résultats. Le premier arrêté donne obligation à fin juin 2020 de livrer le service commercial des 4 opérateurs sur les premiers sites, les 450 premiers sites qui ont été 485 premiers sites qui ont été identifiés. C'est évidemment un chantier de grande ampleur, un chantier qui a nécessité de trouver des règles communes pour travailler main dans la main entre nous opérateurs, parce que d'abord c'est pas une chose spontanée de travailler à 4 opérateurs, de livrer un service pour les 4 opérateurs en étant leader successivement sur différents sites à réaliser, et puis travailler concrètement également avec les élus locaux. Le président de la FFT le soulignait, ce dispositif, il repose évidemment sur la forte contribution des territoires et des élus locaux. Pourquoi ? D'abord parce que c'est normal, ce sont les élus eux-mêmes qui ont identifié les zones à couvrir. Et s'ils les ont si bien identifiées, c'est qu'ils connaissent très bien ces territoires et ils connaissent notamment très bien les fonciers de ces zones à couvrir. La première difficulté à laquelle se trouve confronté un opérateur qui est en charge de déployer un site pour couvrir une zone, c'est celle de trouver le meilleur emplacement. Et nous avons besoin de travailler main dans la main avec les élus locaux pour trouver ce terrain qui pourra accueillir l'infrastructure et apporter le service optimal et couvrir ces points d'intérêt, ces zones capitales pour vos habitants comme pour l'activité économique ou l'activité touristique. Si dans sa très très grande majorité, ce programme se déploie aussi favorablement finalement que nos déploiements en propre, on fait le constat qu'ici et là subsistent des difficultés pour trouver ces emplacements.
Et moi, je profite de cette tribune, de cette occasion, pour vous interpeller à ce sujet de l'aide précieuse que vous pouvez nous apporter pour que dans ce dossier fondamental d'aménagement numérique du territoire, nous jouions gagnant-gagnant. Très concrètement, nous devons faire face à des oppositions de riverains, parfois, ou à des contestations de nos emplacements. Je voudrais prendre 2 exemples de difficultés que nous rencontrons. Nous en avons quelques-unes dans le Doubs, où des projets prennent un peu plus de temps à identifier des terrains parce que les élus locaux, après nous avoir préconisé certains emplacements, finalement décident de ne plus nous les soumettre parce que les riverains y sont opposés. On peut comprendre que l'infrastructure puisse être rédhibitoire pour certains des habitants de ce territoire. Moi, je voudrais profiter de cet exemple pour dire combien l'équipe projet local est précieuse, puisque, en l'occurrence, l'équipe projet local, dont les référents sont le préfet et le représentant du département, ont décidé, conscients de cette difficulté, de mieux associer en amont les maires sur ce que cela signifiait derrière, une fois que l'on dit on souhaite être reconnu prioritaire, bénéficier prioritairement d'une antenne relais, anticiper la réflexion sur l'emplacement qu'il faudra choisir. Et moi, je voudrais saluer ce type d'initiative prise par certaines équipes projets locales qui permettent de devancer les problèmes qui pourraient naître. Et j'invite évidemment l'ensemble des élus et participants à en faire le relais dans leur territoire. La deuxième catégorie de difficultés que je voudrais évoquer, c'est la contestation parfois de nos choix techniques d'implantation. Je voudrais revenir sur un exemple très concret, celui du mont Lozère, où il y a un véritable enjeu pour la montagne. C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi, de pouvoir offrir le meilleur service numérique à ses habitants comme à ses visiteurs. Et lorsque nous sommes dans ces territoires, nous sommes souvent confrontés à des normes d'urbanisme plus strictes que le simple PLU. Nous avons affaire parfois à des autorités environnementales, forestières, qui nous contraignent dans nos déploiements. Donc très typiquement, on a ce cas, nous opérateurs Bouygues Telecom, où la hauteur de l'infrastructure est contestée. On nous demande une infrastructure plus haute que nécessaire pour couvrir la zone plus basse, oui, moins haute. Et de fait, nous ne couvrons pas si nous respectons cette injonction de ne pas dépasser une hauteur maximale, nous ne respectons pas le besoin de couverture qui nous est assigné. Et ça, c'est important, je crois, de vous dire que la vraie vie des opérateurs sur le terrain, c'est la confrontation à ce type de difficultés. Donc, je sais que je suis un peu longue et que d'autres doivent intervenir derrière. Je me limiterai à ce propos qui est vraiment celui de l'accompagnement nécessaire des collectivités pour nous aider à identifier les terrains, pour anticiper les terrains où nous pourrons nous installer et travailler un peu plus sans doute main dans la main avec les différentes administrations qui auront à remettre leur avis. Voilà. Annie Genevard, une réaction? J'entends bien les difficultés qui sont les vôtres. C'est vrai que vous avez à résoudre des injonctions contradictoires. Je me souviens d'un opérateur, je me demande si c'est pas Orange, qui avait eu l'obligation d'édifier un pylône en bois avec un camouflage. Là, c'est ça, hein? Vous aviez cité cet exemple qui m'avait paru. Vous nous direz ce qu'il en est si vous avez réussi à camoufler le pylône? Ah, vous avez des photos. Avant de vous passer la parole, je reviens vers Arthur Dreyfus, mais dans votre rôle de secrétaire général de SFR, est-ce que vous avez la même expérience que Rafika Rezgui à Bouygues Telecom? Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés? Alors, effectivement, et sans répéter ce qu'a pu dire ma collègue, et avant de laisser la parole à Nicolas Guérin pour Orange,
Et à vrai dire, sur ce sujet du New Deal mobile, l'avantage de la casquette Fédération des télécoms et de la casquette SFR est à peu près la même, vu qu'on est tous dans le même bateau. Peut-être un tout petit élément complémentaire, mais un peu générique. On a en France de la chance d'avoir des opérateurs qui investissent autant, de la chance d'avoir des élus comme vous et des associations d'élus comme l'ANEM qui sont autant mobilisés, autant experts, autant affûtés, autant efficaces, autant courageux sur ces sujets-là. De la chance d'avoir un gouvernement qui donne l'impulsion. Et donc, cette œuvre collective fait qu'aujourd'hui, la France, même si ce n'est pas encore perceptible sur tous les territoires, mais ça va le devenir, fait qu'aujourd'hui, nous avons le pays qui sera le plus avancé d'Europe, tant en matière de fibre optique qu'en matière de couverture numérique du territoire. Et il ne s'agit pas de se réjouir ou de se satisfaire. Nous, on ne le fait pas pour faire plaisir. Nous, c'est notre activité industrielle, activité économique. Et comme toute entreprise, on le fait pour cette logique économique. Mais au-delà de cette logique économique, on a une responsabilité qui est assez gratifiante. Parce que d'arriver sur un territoire qui n'était pas couvert, qui devient couvert, on sait que ça transforme le territoire, on sait que ça repeuple un territoire, on sait que ça permet aux entreprises de se transformer. Et ayons bien tous conscience de cela, c'est que l'attente locale est évidente, l'attente qui se transforme souvent en impatience, mais elle est parfaitement prise en compte désormais, parfaitement intégrée, et surtout, selon cette bonne vieille formule bien largement éculée, quand on se regarde, on s'inquiète, et quand on se compare, on se rassure. Mais en l'espèce, comparons-nous de temps en temps, et c'est très rassurant de voir l'état de transformation numérique de la France dans lequel on est. Et je le dis d'autant plus dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est assez exemplaire en la matière, tant sur la 4G, sur la fibre optique. Et là, c'est avec la casquette SFR où on a un énorme chantier de déploiement de fibres aux côtés du département, et on va en parler, mais également sur les usages dans ces territoires agricoles, l'agriculture connectée, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je ne suis pas plus court pour laisser Nicolas Guérin. Est-ce que vous partagez cette même satisfaction et optimisme ? Oui, alors satisfaction, c'est toujours un peu délicat d'être satisfait quand on n'a pas fini le travail. Hein. Donc, pardon. Oui, donc d'abord un premier point, effectivement, je souscris, je l'avais déjà dit l'année dernière, sans l'ANEM, le New Deal n'aurait pas été ce qu'il est. Hein. C'est évident. L'ANEM a initié les débats, l'ANEM a contribué au débat, elle a joué un rôle déterminant, et je le dis sans aucune flagornerie, c'est juste les faits, effectivement, dans la discussion qu'on a pu avoir entre le régulateur, le gouvernement, les opérateurs, et donc l'ANEM a toujours été présente pour essayer de simplifier la vie des opérateurs, tout en préservant l'intérêt des collectivités. Je crois qu'il faut le dire, le redire. Il n'y a pas tant d'exemples que ça, effectivement, d'associations, de dialogues aussi constructifs que celui-là. Vous avez dit, Madame la Présidente, que le haut débit peut-être s'éloignait de la montagne. Alors, je ne pense pas sincèrement qu'il s'éloigne de la montagne. Il s'implante, pour moi, de plus en plus vite. Alors, évidemment, pas assez vite. On est d'accord, pas assez vite, mais quand même de plus en plus vite. Aujourd'hui, les opérateurs sont au rendez-vous du New Deal. Il faut bien que vous en ayez conscience. Dans tous les volets du New Deal, on est présent, on est là, on est engagé. C'est un engagement juridique, mais c'est aussi un engagement moral. Je pense que mes collègues me contrediront pas sur ça. Très rapidement, sur la couverture 4G, qui est un engagement effectivement qu'on a. Pour le cas d'Orange, on est à 92% de conversion de notre réseau en 4G. 92%. Il nous reste 15 mois pour faire les 8% restants. On a largement le temps de le faire. Donc ça veut dire qu'à fin 2020, effectivement, 14 mois, pardon, à fin 2020, on aura 100% de la 4G, on aura respecté nos engagements, et je suis persuadé que c'est aussi le cas chez nos collègues. Sur les dispositifs de couverture ciblée dont on a parlé, on est au rendez-vous. On est au rendez-vous. On en rendra compte, on est en train d'en rendre compte auprès de l'ARCEP, mais on est au rendez-vous. Sur les 108 sites sur les 104 sites que porte Orange, on a 98 sites qui sont déjà identifiés, on a 67 baux qui sont signés, on a commencé les travaux sur un grand nombre de sites et un certain nombre sont déjà finis et achevés. Donc on sera au rendez-vous sur la couverture ciblée. On attend avec impatience la liste des sites de 5G fixe
de 4G fixes, j'anticipe un G de trop, de 4G fixes effectivement, pour se lancer aussi dans ce volet New Deal, avoir la liste que SFR et Orange doivent déployer en 4G fixe au titre du New Deal, pouvoir les déployer dans les délais indiqués. Les axes de transport prioritaires, on est présent aussi, on est là, on respecte nos engagements et on a enfin tous une offre de quadri-opérateurs indoor, mais c'est presque secondaire. Alors vous me direz, la montagne dans tout ça, la montagne dans tout ça, pour Orange, en un an, sur le périmètre de la montagne, on a ouvert 454 sites nouveaux mobiles en 4G. Ça fait une progression de 5,5% de la couverture du territoire et 2,9% en couverture de la population. Alors évidemment, un certain nombre d'entre vous n'ont peut-être pas encore ces pylônes, ne les voient pas, mais on arrive dans les délais qu'on a annoncés. Donc on est totalement confiant dans notre capacité à respecter les engagements qu'on a pris dans le New Deal. Parfait, et merci de votre concision. Et je passe la parole maintenant, pour la bonne compréhension de tous, à François Léonce pour l'ARCEP. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans le New Deal, votre pouvoir de contrôle, de sanction éventuellement, et de suivi? Ok, merci. Merci d'accueillir l'ARCEP, en ma personne, si j'ose dire. Je voudrais excuser Sébastien Soriano, qui est notre président, que je pense que vous connaissez bien, qui était venu au précédent congrès de l'ANEM et qui s'est beaucoup investi, je pense, dans la mise en œuvre, la mise en place du New Deal en début 2018. Juste rappeler quelques mots quand même sur l'ARCEP. C'est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 1997 pour mettre en œuvre l'ouverture à la concurrence du secteur des communications électroniques. Donc elle a à peu près 22 ans, elle est un peu plus jeune que l'ANEM. Donc 170 personnes, des ingénieurs, des économistes et des juristes. Donc c'est une autorité, disons, relativement technicienne. Alors, sur le New Deal, on a deux axes, un axe important que l'on développe. Alors, on est bien sûr institutionnellement associé au choix des sites, puisque, je vous rappelle le mécanisme, c'est qu'une fois que les projets de nouveaux sites, si on parle de la couverture ciblée, sont établis, ils font l'objet d'un arrêté qui est pris après avis de l'ARCEP. Donc les services de l'ARCEP sont associés à la confection des listes de sites et sont amenés à émettre des avis sur ces listes. Mais au-delà de ça, on a beaucoup développé, en particulier d'ailleurs c'était sous l'impulsion de Sébastien Soriano, même avant le New Deal, un axe d'information du public sur la couverture mobile, la qualité de service mobile et, si on parle du New Deal, sur le tableau de bord du New Deal, sur lequel vous trouverez, alors je pense qu'on pourra vous donner l'adresse. Alors, sur le mobile, c'est mon réseau mobile.fr, mais je pense qu'on vous trouvez également sur le site de l'ARCEP le tableau de bord New Deal qui fournit très, très concrètement l'état d'avancement des différents objectifs qui sont associés au New Deal. Donc ça, c'est sur le volet information. Je ne vais pas projeter ici des cartes, mais vous y trouverez à la fois des cartes sur les sites qui s'implantent et puis la couverture 4G, etc. Donc vous trouverez l'état d'avancement du New Deal d'une manière factuelle. Après, vous me posez la question sur le rôle en tant que contrôle. Eh bien, simplement, les engagements qu'ont pris les opérateurs dans le cadre du New Deal, ils sont transcrits dans leurs autorisations d'utilisation des fréquences, c'est-à-dire les licences. Et dès lors qu'ils sont transcrits dans ces autorisations, ce sont des obligations pour les opérateurs et l'ARCEP est compétente pour faire respecter ces obligations. Donc par des procédures, alors pour faire simple, qu'on appelle procédure de sanction, mais c'est un peu réducteur puisque c'est plutôt... je dirais, ça nous incite à être très vigilants sur les trajectoires d'avancement des opérateurs sur la réalisation de leurs objectifs et de les mettre en alerte avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Merci. Est-ce que, avant que nous enchaînions avec une séquence sur le fixe, monsieur,
Vous avez une question, je ne sais pas si on... Téléphonie mobile, on a encore d'énormes zones qui ne sont pas couvertes. Alors je ne vais pas parler que la Haute-Loire, encore hier, entre Saint-Jean, Pied-de-Port et Combros, je n'ai pas pu joindre mon épouse au téléphone. Voilà. Et deuxième chose, c'est au niveau de la 4G. Alors donnez-nous simplement la G certaines fois, parce que l'État nous demande de tout dématérialiser. Comment on fait dans une collectivité lorsqu'on a quelques heures de secrétaire dans la semaine et que pendant ce temps-là, ben, ça ne passe plus. Une autre question, monsieur. Monsieur. Jean-François Elie. Si vous voulez bien prendre le micro. Oui, Jean-François Elie, maire de Prébois dans le Trièves en Sud-Isère. Nous sommes tout à fait partisans de cette arrivée de la fibre optique ou de la 5G, puisque même à un point tel que nous avons déjà les travaux de génie civil d'arrivée de la fibre optique sont effectués. On attend qu'on nous mette la fibre. Hein. Ceci doit être en train d'être fait. Je reviens sur un sujet qui n'est jamais évoqué et qui me pose problème. Je voudrais rappeler que nous avons entre 20 et 30% des personnes, des habitants de nos communes de montagne, qui ne savent pas ce que c'est que l'Internet, le téléphonie mobile et l'ordinateur. Hein, donc, il y a quelque chose à faire pour ces gens-là, d'autant plus que prochainement, on parle de nous transférer les maisons communales dans les anciens chefs-lieux de canton, et que quelque part, il y aura une démarche à faire pour pouvoir assister ces gens-là et leur donner la réponse à leurs problèmes de gestion, d'administration, etc. Voilà, je vous remercie. Une autre question là-bas au fond, on va les couper. Oui, bonjour. Simplement, dans les arrêtés ministériels qui définissent... Si vous pouvez vous présenter. Pardon. Oui, excusez-moi. Madame Dupanloup, maire de Saint-Alban-des-Villars en Savoie. Dans les arrêtés ministériels qui définissent les zones à couvrir et donc les implantations à venir des pylônes, il y a certaines zones qui forcément ont du mal à être prises en compte. Ce sont les alpages. Parce que c'est très compliqué, quoi. Il y a des replis de montagne, mais on se trouve avec aussi la nécessité de couvrir les zones où sont implantés les chalets pastoraux. Et ça, dans les arrêtés ministériels, c'est jamais pris en compte. Et donc, c'est une petite difficulté que je voulais signaler. Et puis, dans les craintes des riverains, qui sont effectivement, c'est très difficile à gérer pour les maires parfois. Je pense qu'il faudrait être très, très net sur les questions sanitaires. Parce qu'il y a les impacts paysagers et il y a les questions sanitaires qui reviennent dans les craintes exprimées. Et parfois, on a des hameaux entiers qui, alors que les maires, nous, ont fait effort pour, on a des hameaux entiers qui refusent l'implantation. Et je pense qu'il faut beaucoup de transparence sur la question sanitaire. Il y avait une question au fond également. Et puis après, on va répondre... Oui, bonjour, Elisabeth Grezard, je suis maire d'une commune du Doubs, Chapelle-des-Bois, dans le massif du Jura. Et moi, avant de parler New Deal, j'aimerais bien qu'on voit la réalité actuelle de vos installations. Et notamment, je m'adresse à monsieur le secrétaire général d'Orange. Je voudrais savoir si vous avez conscience qu'il est impératif d'entretenir les lignes et d'entretenir le matériel. Nous avons connu et nous connaissons régulièrement des coupures de grande ampleur. Et la dernière fois, c'était au mois d'août, vous voyez, c'est récent, 13 jours. J'ai dû, pour arriver à obtenir gain de cause, alerter la presse. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'article est sorti dans l'Est républicain, l'après-midi même, Orange se déplaçait. La réparation des dégâts a pris plus de 3 semaines. Alors, le problème, il est lié à Orange, mais aussi aux autres opérateurs, parce que de plus en plus maintenant, dans les terminaux, dans les installations, interviennent des sous-traitants. Et j'ai bien conscience que parfois, il est fait un peu n'importe quoi. Est-ce que vous avez conscience de cela? Est-ce que vous avez conscience du problème pour les habitants quand, dans un village, 1/3 des abonnés sont privés de téléphone et d'Internet et où Orange découvre tout à coup qu'en fait, la 3G
n'est pas là. Nous sommes encore en 2G et ça, on n'en parle pas. Est-ce que vous avez conscience que ça pose d'énormes problèmes? Merci. Très bien, merci. Alors, voilà, on va répondre à ces questions-là. Il y avait une première question sur la lenteur du déploiement du mobile, une question sur l'électronisme, mais je ne suis pas certain que vous puissiez répondre si vous aurez quelque chose à dire. Et puis une question assez technique sur les alpages, et puis des questions sanitaires et d'acceptation des habitants. Sur la question, madame, sur le fixe et Orange, ce que je vous propose, c'est que monsieur Guérin réponde dans la deuxième séquence, puisqu'on va aborder les questions de fixe. Qui veut répondre sur les trois premières questions, les trois premiers points? Arthur Dreyfus. Dans le désordre. L'exemple des alpages que vous avez cité, Madame le maire, est très intéressant parce que c'est une spécificité locale en Savoie. Et c'est tout le sens du... mais je me doute bien que c'est aussi une spécificité locale ailleurs. Il s'avère que Madame le maire, si je ne me trompe, était maire en Savoie. Sauf que Madame la maire, elle a peut-être pas des grottes comme dans d'autres départements, peut-être moins de lacs que dans d'autres départements. Ce que je veux juste dire, c'est que chaque territoire a sa spécificité locale. Et c'est bien tout le sujet de ce dispositif de couverture ciblée où c'est à vous, élus, d'identifier là où il y en a besoin. Donc, parfois, c'est dans des alpages, parfois, c'est à proximité de grottes, parfois, c'est à proximité de sites touristiques, parfois, c'est sur des chemins de randonnée, comme c'est le cas dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais la spécificité de ce New Deal, c'est que c'est à votre main. Et si vous identifiez une zone où il y a un besoin, les opérateurs mettront un pylône ensemble sur cette zone. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est pour le premier, sur la question de l'alpage. Sur la question de l'électronisme et de l'inclusion numérique et comment former les personnes qui ne savent pas utiliser le numérique, l'outil informatique, la connectivité. Effectivement, notre métier ne s'arrête pas une fois que nous avons posé l'antenne et que nous avons déployé la fibre optique. Peut-être que notre métier se transforme en responsabilité, c'est de faire en sorte que cette fibre optique et cette antenne soient utiles. Et ce n'est pas seulement des spécificités de zones montagne. Utile dans toutes les zones, vous découvrez qu'il y a un déclassement par le numérique, par la méconnaissance du numérique. Et je peux vous dire que l'ensemble des entreprises que vous avez autour de cette table, que ce soit Orange, que ce soit Bouygues Télécom, que ce soit SFR, engagent en lien avec des associations, en lien avec leurs fondations, en lien avec les collectivités locales, un certain nombre d'initiatives pour former, accompagner les personnes au numérique. Je peux citer des initiatives que prend SFR avec Emmaüs Connect, où nous formons chaque année plusieurs milliers de personnes. Ça permet d'aider des personnes à retrouver le chemin de l'emploi, d'aider des personnes âgées à retrouver le lien social et familial. Effectivement, il y a encore beaucoup à faire. On estime aujourd'hui environ 13 millions de Français qui sont exclus du numérique. Le gouvernement s'engage sur cette question, les collectivités s'engagent. C'est une œuvre qui va prendre encore des années. Et ça, c'est la mobilisation de tous. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'implication, de formation et de priorisation. Sur... une minute, allez. Avant de... Alors, je laisse... Si, je voudrais juste, une minute aussi. Ouais, une minute. Très rapidement, je voudrais intervenir à la fois sur la question des dotations, puisque derrière la question de la 4G n'arrive pas suffisamment vite et pourquoi moi je ne suis pas intégré au New Deal, et évidemment sur la question des ondes et des effets éventuels, en tout cas supposés par certains, sur la santé. Concernant les dotations, moi je voudrais rappeler que les opérateurs, ils ont obligation de couvrir des zones qui ont été identifiées dans un arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel, c'est le résultat, c'est le fruit d'une réflexion qui est menée dans les départements, dans le cadre des équipes projets locales, où vous, élus, vous êtes représentés, où vous siégez parfois d'ailleurs, directement. Et c'est ces équipes projets locales-là qui vont identifier les zones qu'il faut couvrir prioritairement. Nous, les opérateurs, nous avions mené un travail en 2018, au moment où, juste après la signature de cet accord, la conclusion du New Deal mobile, et avant même que le premier arrêté ne paraisse et que les équipes projets locales se mettent en place,
nous avons travaillé à un document qu'on a appelé l'Atlas, sous l'égide de l'ARCEP par ailleurs. On a identifié les zones où aucun opérateur ne couvrait et qui sont habitées. Et nous, il nous a semblé important de porter à la connaissance des collectivités territoriales cet atlas et expliquer d'une certaine manière que si nous ne priorisons pas ces zones-là, oui, évidemment, le New Deal n'est pas compris. Si les territoires prioritairement couverts par ce New Deal ne sont pas les zones habitées qui sont les plus en souffrance du numérique, évidemment, et ça nous le comprenons, vos administrés ne comprennent pas la signification de ce New Deal qui ne vient pas jusqu'à eux. Et donc nous insistons, nous les opérateurs, pour que l'Atlas, qui est porté à votre connaissance, qui est disponible sur le site internet également de l'ARCEP, puisse être un support d'aide à décision de l'équipe projet local. Le deuxième sujet concernant la question des oppositions de riverains, notamment sur les questions d'ordre sanitaire. D'abord, je voudrais rappeler que les fréquences que nous déployons, elles nous sont mises à disposition par l'État, et d'ailleurs nous les payons chèrement. Donc si l'État nous met à disposition des bandes de fréquences, on a à espérer quand même qu'elles sont totalement déployées dans des règles conformes aux normes sanitaires. Pour cela, nous avons un encadrement très strict. Depuis que la loi Abeille a mis en place le dossier information mairie. Ce dossier d'information mairie, il est préalable à toute demande d'urbanisme. Ça veut dire que 1 mois avant de déposer une demande de permis de construire ou de déclaration préalable, nous portons à la connaissance des riverains, des habitants, un dossier d'information qui est le plus clair et le plus transparent possible. Il est normé par des textes réglementaires. C'est un décret qui vient préciser le contenu de ce que doit être un dossier d'information mairie, et nous y apportons l'information la plus transparente possible sur les bandes de fréquences utilisées, sur les champs électromagnétiques émis. Et nous pensons que nous, opérateurs, nous allons au bout de notre responsabilité, de notre devoir de transparence. Pardon. Il appartient, nous semble-t-il, ensuite à l'État, au travers de ses autorités sanitaires, de faire la pédagogie des propres règles édictées par l'État. Voilà. Et nous ne pouvons pas, en tout cas, aller au-delà. De toute façon, nous sommes confrontés à une réalité, c'est que sur le terrain, nous sommes suspectés d'être à la fois jugés partis et notre parole n'est pas perçue comme objective. Nous souhaitons, nous les premiers, que ce soit les autorités sanitaires et l'État qui prennent directement la parole auprès de vous pour dire ce qu'il en est. Et c'est pourquoi, pour les quelques cas résiduels qui sont extrêmement marginaux, où nous pouvons rencontrer encore des difficultés pour trouver un emplacement, nous demandons que les préfets mettent en place des instances de concertation qui donnent la parole à toutes les parties prenantes et qui clarifient ces points. Très bien, merci. On va passer maintenant à la deuxième séquence, et comme on a pris du retard, je vous demanderai aussi de contracter votre propos. Je suis désolé, mais il nous reste 30 minutes pour aborder les 2 points suivants. Je passe tout de suite la parole à François Lyons pour l'ARCEP et pour que vous nous fassiez un état des lieux du plan France très haut débit. Oui, c'est allumé. Ok, merci. Alors, juste un petit point institutionnel, comme on n'est pas le gouvernement, on ne pilote pas nous-mêmes le plan France très haut débit. L'impulsion sur le plan France très haut débit, la question des subventions des RIP, etc., tout ça, ça relève du gouvernement. L'ARCEP intervient dans le plan France très haut débit d'une certaine façon, enfin un petit peu en amont, puisqu'elle a fixé des règles sur la façon de, je dirais, elle a réglementé les règles de déploiement des réseaux à très haut débit et du FTTH, un petit peu historiquement, en particulier en distinguant ce que sont les zones très denses des zones moins denses. Et puis elle intervient en aval. Pour citer un exemple, elle donne un avis au gouvernement sur les AMEL, vous savez, le dispositif AMEL dans lequel il y a des conditions d'accès au réseau qui sont établies par
les titulaires d'AMEL, et puis ensuite c'est accepté ou pas, et donc après avis de l'ARCEP. Et elle contrôle, elle vérifie également les conditions d'accès au réseau des RIP, puisque les RIP sont destinés à fournir des tarifs de gros pour les opérateurs commerciaux. Alors ça, c'est une fonction un petit peu de contrôle, qui est dans la ligne de la régulation qu'on exerce en général. Et on a également une fonction qu'on a beaucoup développée d'information sur l'état des lieux et le déploiement de la fibre, ainsi que les abonnements. Donc, les abonnements, c'est relativement traditionnel. C'est un observatoire des services de communication électronique qui existe de longue date. Et puis sur les déploiements, c'est très centré sur l'état des déploiements du FTTH. Et là également, c'est un outil de restitution cartographique qui s'appelle cartefibre.fr, dans lequel vous voyez l'état des déploiements. Alors je vous rappelle que les derniers chiffres qui sont publiés aujourd'hui, c'est que je crois qu'en déploiement, on a dépassé les 15 millions, on doit être à 15,4 millions de prises déployées. Et en abonnement, c'est un taux d'utilisation d'à peu près un tiers, c'est-à-dire qu'on doit être à peu près à 5 ou 6 millions de fibres optiques de bout en bout. Donc on voit bien le décollage, et puis on est sur des rythmes de déploiement au niveau national qui sont de l'ordre de 4 millions par an, donc on est quand même sur la phase vraiment de production du FTTH. Voilà, je ne sais pas si je peux dire. Dans les zones RIP de montagne, vous pouvez nous faire un petit point? Alors, oui, alors simplement c'est sur des slides. Donc, alors, on a bien sûr, on a la possibilité de le faire avec. Alors, on met également de données en open data, donc connaissant ce que sont les communes qui relèvent des zones montagne, eh bien ça, on peut avoir ce type d'extraction. Sinon, là, mais ça va être un peu lourdingue ce que je vais vous donner. Les zones RIP de montagne, je parle un peu sous le contrôle de Florian, l'acolyte qui est là-bas. On est à 326 000 locaux raccordables en zone de montagne au deuxième trimestre 2019. Voilà. Contre 203 000. Contre 203 000, voilà, je vois que vous êtes initié, hein, donc contre 203 000 un an plus tôt. Voilà. Et c'est une progression de 62% par conséquent. Oui, c'est intéressant de voir cette progression d'une année sur l'autre du déploiement de la fibre. Oui. Non, mais la progression, elle est quand même assez forte globalement sur la fibre, hein, puisque on est quand même dans la phase de déploiement, donc c'est des chiffres importants, mais en progression. Mais enfin, voilà, c'est presque normal, je dirais. D'accord. Nicolas Guérin pour Orange. Où en êtes-vous? Oui, donc effectivement, ce chantier de la fibre, c'est le chantier industriel en France, hein, qui mobilise aujourd'hui plus de 15 000 personnes sur la filière. On est dans des délais très restreints, hein, c'est 10 ans pour faire la fibre, 25 ans pour faire une ligne Paris-Bordeaux en TGV. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire pour une entreprise comme nous ou les entreprises comme les nôtres de faire un tel projet en si peu de temps. On n'a jamais autant produit de fibres que jusqu'à présent. Entre 2012 et 2018, on a produit 7,5 millions de prises. En 2018-2019, 7,5 millions de prises. En 2019, on aura produit 4 millions de prises nouvelles. Donc on accélère de manière extraordinairement élevée le déploiement de nos prises. En ce moment, aujourd'hui, 14 000 prises viennent d'être raccordées. Là, je parle de l'activité de tous les opérateurs. Orange en a produit 10 000 sur les 14 000. Donc 14 000 prises par jour ouvrées. SFR, 3 500. Donc, Pardon. Très bien, on fait un petit concours commercial, c'est de bonne guerre aussi quand même. Mais voilà, donc on est vraiment sur une intensification très très forte. Et là encore, pour répondre à votre question, on n'oublie pas les zones de montagne. On n'oublie pas du tout les zones de montagne. En zone AMI, on a déployé donc 400 000 logements et locaux professionnels en zone AMI de montagne, versus évidemment 6 millions en zone AMI en général, mais quand même 400 000 logements et locaux en zone de montagne. En 6 mois, on est passé d'une couverture de 22% à 27,5% en zone de montagne AMI.
Sur les RIP, on a 20% de nos 460 000 prises raccordables au 30 juin qui sont faites en zone de montagne. Alors ce n'est que 20%, mais c'est 20%. Et là encore, on accélère. On a remporté 4 AMEL, puisque vous avez posé, Madame la Présidente, la question des AMEL. Donc effectivement, on a remporté 4 AMEL sur les 10 qui ont abouti, dont la Savoie, qu'on a en partenariat avec Covage, un autre opérateur. Et on continue à investir aussi en fonds propres, au-delà de ces AMEL, sur Belfort, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Donc on continue effectivement sur tous les territoires à accélérer le déploiement pour être au rendez-vous. Et sur la zone de montagne en tout, on a déjà produit 570 000 prises. Alors, pour répondre d'une façon indirecte sur le cuivre, je me permets peut-être de répondre sur le cuivre. Oui, on a totalement conscience de ce que vous disiez, Madame le maire, sur une coupure de 3 semaines et que c'est très difficile pour Je ne connais pas le cas particulier. Je ne sais pas pourquoi on a mis 3 semaines, mais je peux imaginer 13 jours, pardon. J'entends pas, mais enfin, pourquoi on a mis trop de temps? Je ne sais pas au cas d'espèce pourquoi on a mis trop de temps, mais s'il faut une déclaration de travaux, s'il faut faire intervenir une nacelle, je ne sais pas, je vous dis, à tous les coups, je vais tomber sur aucun des cas de figure que vous signalez, ça va être ma malchance. Mais on a un tas de configurations d'événements, etc. On sait qu'on n'est pas parfait. On a été mis en demeure aussi, je le dis très clairement, par l'ARCEP pour respecter nos obligations de service universel. On est rentré dans les clous de ces obligations de service universel et l'ARCEP continue à nous contrôler régulièrement pour vérifier qu'effectivement, on ne redérape pas sur les retards qu'on a eus. On en avait parlé l'année dernière, liés aux intempéries, etc. Mais on a tout un dispositif avec plus de 200 nouveaux techniciens qui ont été affectés à la perte de cuivre, plus de 500 techniciens en sous-traitance qui interviennent. On a augmenté de plus de 20% nos budgets sur le cuivre pour essayer de régler ça. Maintenant, on n'arrivera jamais à un 100% ou à régler tous les cas, parce que le cuivre est une technologie qui est ancienne, avec des lignes qui peuvent être longues, avec des lignes qui peuvent avoir des problèmes. Et donc, on n'arrivera pas à régler 100% des cas. On essaye simplement de limiter les délais d'intervention. Alors, avec une efficacité nulle, dans votre cas, je le reconnais bien volontiers, mais on essaye. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est très, très important, c'est cette notion de mix technologique. Quand vous me dites la 2G, on a la 2G, on n'a pas. Demain, avec les engagements qu'on a sur le New Deal, vous aurez la 4G. Et donc, quand un réseau quand le cuivre aura peut-être des problèmes, il y aura soit la fibre qui sera arrivée, soit la 4G qui sera arrivée. Et ça, déjà, je pense que ça changera énormément le point de vue de vos concitoyens, puisqu'ils auront une solution alternative. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est l'absence de solution alternative. Annie Genevard, une réaction? Oui. D'abord, je voudrais attester du fait que, effectivement, je me souviens des congrès de l'ANEM il y a quelques années, on se désolait que certains opérateurs n'aillent pas sur la fibre. C'était une discussion que nous avions notamment avec vous, l'opérateur historique, en disant il y a des RIP, les collectivités locales investissent sur les RIP et il est dommage que les opérateurs n'y aillent pas. Moi, je voudrais quand même saluer le virage à 180 degrés qui a été pris par les opérateurs d'aller sur les RIP que les collectivités ont mis à leur disposition. Ça, c'est une évolution majeure et il faut la saluer. Alors, je sais bien que parce qu'on évoque chaque année ce sujet du numérique, vous pouvez avoir le sentiment, et parce que vous avez des soucis chez vous, que les choses n'avancent pas. Mais elles avancent. Il faut quand même le dire, il faut le reconnaître. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, et c'est la comparaison avec le TGV qui me l'inspire, vous avez raison. Vous avez raison de comparer les deux choses. Sauf que la petite différence, c'est que l'usage a précédé l'équipement. C'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui nous avons tous l'usage qui nécessite de la connexion. Que ce soit pour regarder un film, que ce soit pour faire une déclaration d'impôt, que ce soit pour contacter qui que ce soit de privé ou de public, l'usage il est là et si on ne peut pas le remplir, ça crée une frustration terrible. Et c'est la raison pour laquelle, au congrès de l'ANEM, fatalement, on va avoir des témoignages d'élus qui vont nous dire bah, « chez moi, il se passe ceci », ce qui est vrai. Et ce qui est encore plus insupportable parce que aujourd'hui, la population ne supporte plus, elle ne supporte pas une coupure d'eau, mais elle ne supporte pas non plus une coupure de téléphone ou d'Internet. Voilà, c'est ça peut-être la grande différence. Le gouvernement appelle ça les OVQ, les objets de la vie quotidienne. Et pour notre grand malheur, il a raison, on est devenu un objet de la vie quotidienne ou notre grand bonheur, puisque pour une entreprise comme nous, c'est aussi une fierté, pour des entreprises comme nous, c'est aussi une fierté d'être fournisseur de ces OVQ. Mais je suis d'accord avec vous, on n'utilise pas le TGV tous les jours, alors qu'on utilise toutes les secondes le mobile ou le fixe.
Arthur Dreyfus, pour SFR, où en êtes-vous sur la fibre, en zone de montagne en particulier? La fibre optique, c'est effectivement, comme le disait Nicolas Guérin, le plus grand chantier dans le pays. Et avec SFR, aux côtés d'Orange, nous allons permettre d'avoir la fibre sur tout le territoire dans les toutes prochaines années. La réalité pour SFR, en zone moyennement dense et zone rurale, nous avons 5 millions de prises à construire. 5 millions de prises à un rythme de 3500 par jour, en complément des 10 000 d'Orange. À un rythme de 3500 par jour, ça va prendre 4 ans. Ça tombe bien, on a commencé il y a 1 an. Et on a un rythme aujourd'hui d'industrialisation qui fait que sur tous les territoires où nous avons été attributaires de DSP, d'AMEL ou en zone AMI, donc avec une spécificité, on s'est presque fait une spécialité de la zone de montagne parce qu'on a gagné la délégation de service public en Corse, la délégation de service public en Isère, la délégation de service public dans les Pyrénées-Atlantiques, les AMEL dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes. Donc nous avons des techniciens qui sont présents chaque jour pour répondre à ces objectifs et à ces attentes locales. C'est un élément qui est très important. Quand on dit le plus grand chantier d'infrastructure, c'est le plus grand chantier qui va transformer le pays, le plus grand chantier qui crée de l'emploi, le plus grand chantier en termes d'investissement des opérateurs et le plus grand chantier en termes d'effet sur la vie quotidienne des uns et des autres. Parce que effectivement, le mix technologique dont parlait Nicolas Guérin est très juste. Mais sans la fibre optique, la 4G demain, la 5G après-demain ne marcheront pas. La base des réseaux numériques, la base des infrastructures numériques, c'est la fibre optique que déploient Orange et SFR en France. Alors, ça prend encore plus de temps que l'installation des antennes. Pourquoi? Parce que ça nécessite encore plus de travaux. Ça nécessite bien des perturbations dans vos villes, villages ou hameaux. Mais quel autre pays aura 100% de fibres sur le territoire d'ici 2025? Aucun. Regardez les champions européens dont on parle en permanence, l'Allemagne, ou d'autres pays comme l'Italie, comme l'Espagne. Aucun autre de nos concurrents occidentaux n'aura la fibre optique comme nous l'avons. Nous, en termes d'investissement, pour vous dire, ça sera plus de 3 milliards d'euros en 2019 que nous aurons investi dans ces infrastructures et en particulier dans la fibre optique. C'est colossal. Je pense qu'il y a parmi vous des chefs d'entreprise, en plus de vos mandats d'élus. Juste pour vous donner un chiffre qui est important, nous investissons, et je crois que c'est à peu près la même chose chez Orange, 25% de notre chiffre d'affaires. Ce qui est colossal au regard, quelle que soit la taille de l'entreprise. Okay. On est pressé parce qu'en plus le ministre arrive et donc on ne peut absolument pas déborder. Je suis désolé, Rafika Rezgui. Juste un mot. Alors un mot, et puis parce que Jean-François Bureau n'a pas encore pris la parole et il faut qu'il nous parle du satellite. Voilà, très brièvement pour dire que Bouygues Telecom ne s'est pas positionné pour déployer les infrastructures des RIP, ce qui ne veut pas dire évidemment que Bouygues Telecom n'est pas présent sur les réseaux d'initiative publique. Donc moi je voudrais juste bien porter à la connaissance de tous que Bouygues Telecom a signé des accords cadres nationaux avec la plupart des opérateurs de RIP, que nous avons évidemment vocation à pouvoir proposer nos services fixes très haut débit sur l'ensemble des réseaux dès lors qu'ils sont déployés. Donc c'est le cas déjà en Savoie, c'est le cas déjà dans le Doubs, ça l'est très prochainement, on l'espère, en Haute-Savoie, en PACA et bien d'autres départements, mais au fur et à mesure du rythme de déploiement des RIP. Très bien, merci et merci pour votre brièveté. Jean-François Bureau, vous pour Eutelsat, vous représentez une technologie complémentaire et qui pourrait être adaptée dans certaines situations, en zone de montagne en particulier. Absolument. Merci de nous associer à nouveau à cette discussion. Je voudrais simplement dire
qu'effectivement le satellite reste, et on le voit bien, la discussion qu'on vient d'avoir montre le degré d'urgence pour la fourniture de services fixes pour l'Internet et la nécessité absolue d'avancer le plus vite possible. La bonne nouvelle, c'est que le satellite est le complément effectivement des solutions terrestres, et surtout dans le cas de Telsat, c'est que nous allons arriver enfin avec 2 satellites, un qui va être lancé le 15 janvier 2020, c'est-à-dire dans moins de 3 mois, et qui va doubler la capacité d'Internet par satellite sur la France, ce qui veut dire que dans le plan du gouvernement à 8 mégabits pour tous, pour 100% des foyers, nous serons capables d'approvisionner de 300 à 500 000 foyers dans ce standard de débit. Et l'étape suivante qui est 2021, un satellite qui sera le plus gros au monde à ce moment-là disponible pour l'Internet et qui fera 500 gigabits sur toute sa couverture. Ça veut dire que par rapport à la capacité qui existe aujourd'hui sur le territoire français, on aura multiplié par 6 l'offre d'Internet par satellite d'ici 2021. Pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Nous faisons ça parce que il est clair, et la discussion vient encore de le montrer, qu'il n'y a pas une solution unique pour apporter l'Internet dans les délais qui sont ceux attendus par nos concitoyens. Il y a une forme d'urgence à combler la fracture numérique. Je reprends ce que disait la ministre tout à l'heure. Le numérique, c'est une des meilleures façons de lutter contre la fracture territoriale. Et je pense qu'effectivement, le satellite, il est une composante, il est le complément des autres technologies dans ce dispositif. La grande vertu du satellite, c'est qu'il couvre des territoires et pas simplement des populations. Les réseaux terrestres, par construction, ils délivrent des services à des populations. Dès que vous êtes sorti des ensembles urbains qui sont priorisés, ce qui est normal, et que les déploiements progressent avec les rythmes que l'on a évoqués dans le début de la discussion, eh bien, vous constatez que l'hétérogénéité des couvertures s'accroît. Le satellite, c'est une façon de rétablir une homogénéité des services, et l'ambition que nous avons, nous, à Eutelsat, elle est simple, c'est d'offrir une même qualité de service que les réseaux fixes avec une technologie différente. Nous avons démontré, il y a 10 ans, que cela était possible. Aujourd'hui, les satellites que nous allons, celui qui va être lancé au mois de janvier et celui qui sera lancé en 2021, sont une toute nouvelle génération de capacités satellitaires. L'industrie française, que ce soit Airbus, que ce soit Thales et tous les équipementiers qui travaillent autour, est une des meilleures du monde dans ce domaine. Et donc notre métier à nous, Eutelsat, opérateur de satellites, c'est évidemment non seulement de fournir des services de qualité équivalente à ceux des systèmes terrestres, mais c'est aussi de faire en sorte que cette compétitivité qui est une caractéristique de la France dans ce domaine, dans le domaine spatial, nous sachions aussi la mettre au service de nos concitoyens. C'est ce que nous faisons avec nos partenaires, et y compris Orange, puisque sur le satellite de 2021, nous avons conclu un accord pour développer et pour valoriser cette technologie. Très bien, merci. Alors on avait prévu d'aborder la question du guichet cohésion numérique, mais on ne va pas avoir le temps, je suis désolé. Peut-être juste un mot pour dire, parce que c'est un point important. Parmi les différentes, la principale difficulté qui a parfois freiné le développement des solutions satellitaires, c'est le fait que le consommateur qui doit s'acheter sa parabole, c'est de l'ordre de 250 €. Le gouvernement, pour lutter contre cette difficulté, a mis en place le guichet de cohésion numérique avec 150 € pour tous les foyers qui seront en zone blanche. Donc en vérité, ceux qui achèteront une parabole satellite auront droit à ces 150 €. Ici, dans ce département, ces 150 € sont complétés par une aide du département à hauteur de 200 €. Si on regarde le coût d'équipement et le coût d'installation, les 350 € qui seront prévus pour les habitants de ce département couvriront l'ensemble de l'équipement qui leur est nécessaire. Il leur restera, dans les mêmes conditions qu'avec les autres services terrestres, à souscrire un abonnement à un fournisseur d'accès Internet, le tarif de départ étant de 30 €, ce qui est aussi ce que font nos collègues du terrestre. Et les collectivités peuvent abonder. Et voilà, et donc les collectivités peuvent abonder, absolument. Très bien, merci. Alors, on va juste terminer avec la dernière séquence, parce que, comme le disait votre présidente, l'ANEM porte sa candidature à de l'expérimentation sur la 5G. Monsieur Ayons, je vous laisse 5 minutes pour nous expliquer ce que c'est la 5G. C'est un défi je sais bien intéressant. La 5G, c'est très rapide, mais je ne sais pas si le débit est suffisant. On nous coupera les micros juste après, de toute manière. Alors. Juste peut-être le calendrier, la situation.
cet été, enfin avant cet été, on a mis en consultation publique un cahier des charges qui est le document de référence à partir duquel se feront des appels à candidature pour décrocher des fréquences 5G hein, sur la bande qu'il est convenu d'appeler 3.4, 3.5. Ensuite, alors institutionnellement, c'est le ministre qui déclenche l'appel à candidature par un arrêté. Et donc, ce qui veut dire qu'on est un peu dans un système à double commande. Et en plus, le gouvernement a aussi la main sur les redevances, puisque c'est du domaine public. Donc ça, c'est pas du domaine de l'ARCEP. Voilà. Alors, ce cahier des charges qui a été mis en consultation publique, et puis il y aura peut-être des aménagements, mais il a lui-même fait suite à des consultations. On a eu, je pense en particulier, des concertations avec les collectivités territoriales sur ce qu'on peut attendre de la 5G. On a entendu ce qu'a dit la ministre tout à l'heure sur la 5G et les territoires. Il y a une disposition dans... Alors, encore une fois, je fais référence au document public qu'on a mis en consultation. Il y aura peut-être des petits aménagements, mais l'idée générale est là. Il y a des dispositions qu'on a appelées des développements concomitants, c'est-à-dire le fait qu'à partir d'une certaine date, qui est la fin 2024 de mémoire, si un opérateur doit déployer une certaine part, alors 20, 25 ou % de ses sites en zone de développement prioritaire, donc de manière à ce que les déploiements de 5G ne soient pas exclusivement dans les zones les plus denses. Donc voilà, ça c'est un élément pour contribuer à avoir un déploiement équilibré de la 5G. Et puis il y a également quelque chose qui avait été mis en avant par les collectivités territoriales, qui était l'idée d'une clause de revoyure, qui était l'idée que au bout de, alors je crois que c'est 15 ans, enfin, on puisse se donner le temps de regarder si les obligations de déploiement sont suffisantes ou doivent être... Est-ce qu'on a déjà des projections sur ce qu'on fait avec la 5G qu'on ne ferait pas avec de la 4G? Alors, si on prend une station de ski, alors, ce qu'on dit généralement... Qu'est-ce qu'on fait de plus avec de la 5G? Alors, tout est à inventer. Alors, il faut aussi imaginer que la 5G, c'est quand même une technologie de rupture qui bénéficie des évolutions en matière de codage radio, etc., de ce qu'on appelle des antennes intelligentes. Enfin, bon, j'en parle de manière approximative. Hein. Et donc, ce qu'on dit généralement, c'est une plus grande bande passante. Donc, la capacité de faire des débits, alors on l'a dit tout à l'heure, 10 fois plus important qu'en 4G. Mais bon, déjà en 4G, c'est pas mal, hein, enfin, pour les usages courants. Bon. Mais c'est 10 fois mieux. Des temps de latence très courts. Donc on parle de quelques millisecondes. Les temps de latence, donc c'est, alors, je ne sais pas quelle est l'application, alors peut-être l'imagerie médicale, enfin des systèmes dans lesquels il faut télépiloter des process d'une manière très en temps réel. Donc là, c'est... et puis, qu'est-ce qui reste? La capacité à raccorder beaucoup d'objets. Donc ça, c'est comme l'Internet des objets. Donc voilà. Donc, alors, ça ne viendra pas tout de suite. Je veux dire, au début, la 5G, ça va être beaucoup une 4G un petit peu améliorée. Enfin, parce que vous savez que les industriels parlent de paliers logiciels. Enfin, il faut quand même que ça soit standardisé. Donc, les nouvelles fonctions, les fonctions les plus innovantes, ne viendront pas immédiatement. Alors, il y a quand même des inconvénients à la bande de fréquence, en tout cas les 3.4, 3.5, là, un peu plus, qui sont actuellement les fréquences sur lesquelles les attributions se feront le plus tôt. C'est que ce sont quand même des fréquences qui ont des capacités de propagation beaucoup plus limitées que, par exemple, les fréquences basses, 700 MHz, 800 MHz. Et donc, ça explique... Alors, l'ensemble de ces facteurs font quand même que il ne faut pas attendre immédiatement les mêmes capacités de couverture à réseau identique sur la 5G que sur la 4G. Parce qu'il faut beaucoup plus d'équipements pour les cellules sont plus petites et donc forcément c'est et est-ce qu'on peut imaginer Alors, je voudrais quand même 5G aussi rebondir sur ce que disait la ministre tout à l'heure. Je pense que c'est juste. C'est bien la 5G, mais je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la 4G, sur l'idée d'avoir un déploiement complet de la 4G, je pense que ça sera important et que ça va déjà changer beaucoup de choses dans la vie quotidienne de tous les jours, quoi. Bien,
Non, alors je vais Je prendre vous la laisse, main. Oui, je vais dire quelques mots de conclusion parce que nous allons faire une petite pause de 10 minutes pour que vous ayez quand même le temps d'aller profiter des quelques beaux rayons de soleil et vous dégourdir un peu. Et puis nous reprendrons alors au plus tard à moins le quart. Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne étant arrivé, il est en train de saluer les partenaires. Donc, je voudrais remercier très sincèrement les intervenants à cette table ronde, les remercier pour leur fidélité, pour la prise en compte qu'ils ont de nos territoires de montagne. Je suis absolument convaincue qu'ils sont eux-mêmes tout à fait sensibles à nos revendications d'équité territoriale en matière numérique et leur dire aussi que nous continuerons d'être à la fois des interlocuteurs bienveillants et exigeants. Merci à tous et rendez-vous dans un petit quart d'heure. Merci messieurs. Merci, madame.